C'est pour ça que le travail des cercles de parole est fondamental. Si vraiment tu vas dans un cercle avec tout ton cœur, il y a des moments en fait tu vas être brisé parce que le miroir qui te sera tendu va te confondre en fait, va démasquer ce que l'ego a construit, les masques que tu as construits pour survivre. Donc il va y avoir des moments de grande beauté où tu vas comprendre ta peine, mais il y a des moments aussi de grande vulnérabilité où tu vas comprendre que t'es pas quelqu'un de très très bien en fait à certains endroits. Donc en fait c'est un vrai travail d'accepter aussi des parts plus sombres de soi qui sont pas reluisantes quoi, mais dans les cercles de parole, parce qu'il n'y a pas de jugement, parce qu'on est là juste pour écouter, dans une écoute active, ça va te faire beaucoup de bien de confronter ces choses-là. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Demain. Et si les cercles de parole étaient une voie vers un humanisme renouvelé ? Dans cet épisode de Regard de femme, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maïva, réalisatrice et documentariste qui explore l'intimité, la mémoire et les liens humains à travers ses films. En partageant ce travail sur Make Me a Man et son nouveau projet Mayday, Maï nous invite à découvrir des espaces où la parole devient une force et où l'écoute profonde transforme nos relations. À travers ses œuvres, elle ouvre des portes vers une humanité commune, nous poussant à reconsidérer les liens que nous tissons avec les autres et avec nous-mêmes. Nous abordons des sujets forts et engagés, de la quête de soi à la mémoire transgénérationnelle, en passant par la vulnérabilité masculine et l'affaire Mazan, qui interroge profondément notre société. Maï partage les enjeux de son travail précieux, questionnant et déconstruisant nos idées reçues. Un épisode riche et passionnant pour explorer comment les cercles peuvent transformer notre rapport à nous-mêmes et aux autres, en cultivant un humanisme plus profond et inclusif. Bonne écoute. Bonjour Maï. Bonjour Loïc. Bienvenue. Comment te sens-tu? Avec quoi tu arrives avec nous aujourd'hui? Ça va, je me sens bien. Je suis contente qu'on se rencontre, d'enregistrer ce podcast. Donc merci énormément. Merci à toi. Moi, je me sens honoré de t'avoir ici avec moi. Je suis très content effectivement moi aussi de faire ta connaissance. Et j'aime bien toujours ouvrir en donnant la possibilité à mon invité de se présenter et comme il le souhaite. Comment tu te présentes toi au monde, Maï? Alors c'est marrant parce que c'est une question que je trouve très complexe. Qui suis-je et comment me présenter à vous? Déjà, c'est deux questions différentes, mais les gens ont l'habitude de se présenter par leur métier, par leur activité. Donc bonjour, je m'appelle Maï, je suis réalisatrice. Et pour moi, ça fait pas énormément de sens parce que c'est pas exactement comme ça que je me vis, et ni que d'ailleurs les gens qui suivent mon travail me vivent non plus. Je pense que on apprend à se connaître avec le temps. Disons que je suis une femme française d'origine vietnamienne. J'ai 2 enfants. J'étais mariée, divorcée, je suis remariée. Je passe ma vie à l'explorer.
Et de ces explorations en découle tout un tas de choses, des photos, des textes, et puis des films. Donc là, je suis en train de lancer une campagne de crowdfunding pour mon troisième film, mon troisième long métrage, qui est un documentaire. Donc moi, je fais que du documentaire pour l'instant. Euh, Hmm. j'aime le réel et là où il nous amène en fait. Donc je suis passionnée par ça. Et j'avais commencé à filmer les gens à travers mon blog que j'ai ouvert en 2011 et qui, euh, sous couvert de parler de beauté, a parlé de l'intime et de notre Hmm. rapport à l'intime. Et ça s'est fait beaucoup, beaucoup auprès des femmes. Et ça s'est ensuite concrétisé par un long métrage sur ma lignée de femmes, sur ma propre lignée de femmes, qui s'appelle Les Rivières. Donc j'ai enquêté avec ma caméra et ma table de montage pendant 5 ans pour essayer de comprendre les enjeux de la mémoire transgénérationnelle. Et puis, pour finir Les Rivières, en fait, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Jerry Hyde et qui est thérapeute et qui est depuis mon mari. Et en fait, j'avais très très envie, en même temps que je finissais ce film Les Rivières, de comprendre ce que lui faisait, parce qu'il est thérapeute, mais surtout il a des groupes de Hmm. parole d'hommes. Donc il a des individuels et vient qui veut, et il a aussi des groupes de parole qui se réunissent. Enfin, chacun de ces 4 groupes se réunit une fois toutes les 2 semaines, certains depuis 25 ans. Et en fait, je rêvais d'être une petite souris pour voir ce qui se passe dans ces groupes de parole d'hommes. Et en fait, je l'ai convaincu de faire un film là-dessus. MeToo est arrivé. Lui, il me disait non parce qu'en fait, son l'enjeu de sa vie, c'est l'intégrité de ce travail thérapeutique. Hmm. Et donc, il voulait pas qu'il y ait une caméra qui rentre dans ses cercles. Et en fait, on a trouvé déjà, on a trouvé une intention, une motivation qui est que quand MeToo est arrivé, il y a 7 ans, lui et moi, on a compris que il y avait quelque chose qui se jouait sur le genre. Hmm. Euh, Lui avait fait partie d'une association féministe qui luttait contre les violences euh, domestiques. Et lui, il a tenu les 7 premières années de sa carrière, en fait, il les a faites avec des hommes violents qui soit venaient parce qu'ils y étaient obligés par la loi, parce qu'ils Hmm. avaient été condamnés, reconnus coupables, condamnés, et en fait, ce parcours thérapeutique faisait partie de leur réinsertion, soit parce qu'ils étaient juste volontaires, parce qu'ils avaient compris que quelque chose se jouait d'assez dramatique et qu'ils avaient un pouvoir là-dessus, qu'ils pouvaient se changer. Donc déjà reconnaître, sortir du déni, reconnaître qu'il y avait un problème, qu'ils en étaient les auteurs et qu'ils pouvaient avoir une action là-dessus. Donc ils allaient de manière volontaire dans ces cercles. En fait, les cercles mélangeaient ces deux choses. Et puis au bout de 7 ans, Jerry Hmm. a fait des cercles d'hommes non violents. Enfin, il peut y avoir des hommes violents dedans, mais euh, ça n'est pas la spécificité du groupe, quoi. La seule Hmm. spécificité du groupe, c'est de s'identifier à un homme. Donc il y a des personnes transgenres aussi, mais qui s'identifient en étant hommes. Et donc tous les deux, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il a commencé en fait vraiment littéralement en se disant à la fin d'un groupe, mais en face de moi là, j'ai un photographe qui pourrait être caméraman. Là, j'ai un producteur. Là, j'ai le meilleur étalonneur de Grande-Bretagne. Bref, on a une équipe. On a une équipe dans les groupes de parole qui est là samedi. On fait un film. Et lui, il l'avait vraiment pris à la fois comme un truc, un projet créatif, mais aussi un projet thérapeutique. De tout d'un coup, tendre un miroir aux hommes qui Hmm. font partie de ces groupes. Parce que, bon, je sais pas si tu fais de la thérapie ou si les gens qui nous écoutent en font, mais en général, quand tu vas voir ton thérapeute, tu te dis pas que c'est une matière magnifique pour en faire un film. Tu vois, toi, Hmm. t'es dans une vulnérabilité qui peut être très forte. Tu vois, t'as la morvonnée, t'es en train de te remettre en question, tu dis que t'as plein de problèmes, que tu dois les résoudre. Et en fait, il avait envie de leur tendre un miroir bienveillant et de leur dire, mais regardez comme vous êtes beaux, quoi.
arrêtons, tu vois, cette autoflagellation permanente, et regardons-nous un petit peu, et peut-être on va jeter cette bouteille à la mer, et peut-être que il y a d'autres hommes qui vont regarder ça, qui vont raisonner et qui vont se dire, bah moi aussi en fait, j'ai envie de travailler sur moi. Euh, la vie qu'on me propose dans ce paradigme patriarcal est trop étriquée. Elle m'oblige à porter des masques que je ne veux plus porter. Et peut-être que c'est pas la thérapie, peut-être que c'est autre chose, mais j'ai envie de développer une autre expérience masculine. Et donc, ils ont commencé à se filmer entre eux. Là encore parce que c'était une sorte de safe place où ils se connaissaient et où ils pouvaient se laisser voir de cette manière, Oui, la puisqu'ils étaient habitués confidentialité. à se laisser voir dans les cercles de parole. Et c'est un acte très très puissant de se laisser voir, c'est de se laisser Hmm. écouter. Donc là, en fait, que l'un d'entre eux porte une caméra tout d'un coup, ça leur paraissait relativement naturel. Et puis après, en fait, assez rapidement, au bout de 2 mois, ils se sont dit, mais on peut pas réaliser ce film. On a un corpus d'images qui a une valeur, mais on peut pas réaliser ce film. Il nous faut une femme et il nous faut une femme féministe. Et sinon, en fait, on va faire quelque chose qui est sur la défensive, qui est sur le not all men, non pas tous les hommes. Nous regardez-nous, on est hyper sympa, on n'est pas méchants. Hmm. Il voulait pas du tout être sur cette position défensive. Il voulait être vraiment, au contraire, dans une adhésion féministe et humaniste, euh, qui devienne un outil pour n'importe quel humain, en fait. Puisque moi, quand j'ai écouté ses premiers, ses premières interviews, j'ai ressenti une énorme colère. Mais un truc énorme, quoi. Hmm. Je me disais, mais pourquoi t'es en colère en regardant des gens raconter leur histoire? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une vision très, très sexiste de la vulnérabilité, c'est pour les femmes, en fait. Donc là, vous êtes en train de nous Hmm. prendre le territoire. Déjà qu'on n'a pas grand-chose. Donc là, si en plus vous nous prenez le territoire de la vulnérabilité, on n'est pas rendu. Et je me suis rendu compte que c'était hyper sexiste et que j'avais besoin de faire ce film pour me déconstruire, en fait, pour m'amener à un regard plus humaniste. Et en fait, déjà en déconstruisant cette vision-là, j'ai pu accéder à une humanité qui m'a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien parce que euh, déjà j'ai appris plein de choses sur moi. Et puis j'ai appris plein de J'imagine. choses sur ce que ces hommes-là, en tout cas, ils sont pas représentatifs des hommes en général, mais ces hommes-là, ce qu'ils ont traversé et et la complexité de se construire en tant qu'homme dans un monde patriarcal. Euh, et donc notre désir était vraiment d'amener cette figuration, cette image de vulnérabilité dans une expérience masculine. Hmm. Et à laquelle tout le monde peut se reconnaître, se connecter. Les hommes qu'on filme ne sont pas spécialement féminins, ils sont juste vulnérables. Hmm. Euh, donc ça, c'était Make Me Human, et je crois que c'est comme ça que tu as découvert notre travail, c'est via Make Me Human. Tout à fait. On- Tout à fait. Et là, le troisième film, qui s'appelle Mayday, là, j'avais envie de m'exciter. J'avais à fond envie de m'exciter, en fait. Hmm. Et j'ai pu suivre, ce qui est en fait rarissime, j'ai pu suivre une retraite thérapeutique. Donc, fort de notre première expérience avec Miniman, on s'est dit avec Jerry, OK, on passe la seconde. Et là, on filme une retraite. Donc, c'est une retraite en mixité. Donc, pareil, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes queer. Et on en a trouvé 12. Ils sont 12 personnes incroyables. Euh, et qui ensemble en fait vont jour après jour, donc il y a quand même 14 jours, donc c'est une retraite très très longue. Je sais pas si tu as fait des retraites, mais je crois que 10, donc 14, j'imagine, ouais. ouais, les gens qui font des retraites savent que 14 jours c'est très 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 long. C'est très 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 dur. Et en fait tous ces humains là réunis autour d'un feu qui ne va pas s'arrêter parce qu'en fait, là où on est dans une nature très sauvage, on est dans une très très ancienne forêt, et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de réseaux sociaux.
Donc les gens petit à petit vont se reconnecter à une partie souvent invisible de leur être, quoi. Et ça va être Hmm. possible uniquement parce qu'il y a d'autres personnes pour le voir et l'écouter, quoi. Et en fait, je pense que quand on est dans des quêtes comme ça, qui sont des quêtes thérapeutiques ou spirituelles, ou voilà, tout simplement se dire, ben, en fait, je me rends compte que mes relations ça va pas, mon job ça va pas, ma vie n'a pas de sens pour moi. Qu'est-ce que je fous là? Bon, bah ça, c'est une quête spirituelle en fait. On n'a pas besoin d'être Hmm. de lire des psaumes ou d'être un grand érudit soufi pour être spirituel. Dès que en fait il y a une Hmm. agitation à l'intérieur de soi qui nous dit t'es pas au bon endroit, ou au contraire gratitude, tu vois, t'as une expérience comme ça un peu mystique, Je vois. t'es dans quelque chose de spirituel. Et je pense que les 12 personnes qu'on a réunies, euh, si tu veux, le désir de ce projet n'est pas de raconter un énième récit euh, d'une personne exceptionnelle et héroïque qui, Hmm. malgré tous les traumatismes qu'elle a vécus, va s'en sortir. C'est pas du tout ça notre propos. Le propos, c'est vraiment comment une culture donnée, qui est la culture de ce cercle, dans ces conditions un peu extrêmes, qu'est-ce que ça fait sur les individus? Qu'est-ce que ça cultive chez les individus? C'est vraiment, c'est vraiment une recherche de contact et de connexion aussi bien avec soi qu'avec les autres humains qui ont formé le cercle, que ce soit les 11 autres participants ou les helpers ou le thérapeute ou bah moi en fait qui filme tout ça. Hmm. Et c'est une quête de reconnexion avec la nature. Donc les personnes qui viennent, elles sont on avait un peu de tout, on avait aussi bien des juste des curieux que des grands traumatisés, que des gens qui avaient fait déjà 72 vipassana en méditation pendant 10 Hmm. jours sans parler et en mangeant 3 cacahuètes par jour, des gens qui avaient jamais fait de retraite de leur vie, t'as des personnes pauvres, des personnes riches, euh, des personnes ouais voilà, des personnes croyantes, des personnes non croyantes. On a vraiment réussi, je trouve, à réunir des gens qui sont vraiment pas censés s'entendre, quoi. Donc ça, c'est aussi un truc un peu extrême, un peu jusque-boutiste d'une recherche de, mais après tout, si on crée les bonnes conditions, est-ce que on peut pas tous se réunir et se parler et dépasser nos conflits? Il y a des conflits, par exemple, qui sont filmés Hmm. pendant cette retraite. Intéressant. Euh, donc comment on fait la paix en fait? Tu vois comment et en fait je crois vraiment hein, qu'on a filmé des choses qu'on ne voit pas du tout dans l'espace médiatique ou dans l'espace audiovisuel mainstream, ça c'est sûr. Mais même si tu veux, je suis heureuse parce que le film qu'on est en train de faire, qu'on est en train de finir grâce à cette campagne, parce qu'en fait cette campagne elle va vraiment permettre au film d'exister ou pas. Donc on est un peu fébrile. Euh, mais ce qui est beau avec ça, c'est que on va jusqu'au bout de notre démarche. Et la démarche, c'est vraiment de créer un espace collectif. Tu sais, les Chinois, ils disent que la peinture, c'est un espace de méditation. C'est pour ça qu'on y Hmm. mélange aussi bien des poèmes que. Et en fait, moi, j'ai toujours fait mes films comme ça. C'est un espace de vie. C'est un miroir en fait où les spectateurs, évidemment, s'ils connectent, tu vois, il y a des spectateurs, j'imagine, qui connectent pas du tout avec ce que je fais, c'est normal, mais ceux qui connectent, c'est ça qu'ils me disent, en fait, c'est qu'il y a un espace de vie pour eux, tout d'un coup, où il y a quelque chose de réflexif. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est ce qui se passe. Et il y a quelque chose de réflexif qui les fait vivre davantage, qui les rend plus vivants et qui, tout d'un coup, leur amène à dire, tiens, j'ai pas appelé ma mère depuis hyper longtemps, on est fâché, mais je pense qu'on peut dépasser ça. Et hop, on active quelque chose dans sa propre vie, quoi. Ça, c'est génial. Donc, j'espère que ce film, il va apporter Hmm. ça aussi, comme les autres, quoi. Merci pour cette présentation que j'ai bu tes paroles. Et il y a plein de Oui, alors choses. c'est vrai que c'était une présentation un peu longue. Je ne savais plus où j'en étais de ta question. Bon, Euh, j'espère que ça va. Il y a
plein de belles choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Je, euh, on va y venir à Mayday, c'est ça ton nouveau projet, on va y venir. Ouais. Et Oui, il faut te soutenir Mayday, hein. j'ai envie de revenir un peu sur Make Me a Man aussi, parce que c'est vrai que c'est justement, on en parlait en off, en amont. Euh, Finalement, il reste récent ce projet, surtout à travers ce qu'il transmet Ouais. et ce qu'on vit collectivement parlant. Ouais. Quelque chose d'intemporel. Comment il vit encore ce documentaire aujourd'hui? Comment il est reçu? Bah en fait, c'est comme les rivières. Le film, mes deux films sont disponibles en VOD. Et en fait, les gens l'achètent en VOD. Donc quotidiennement, j'ai des gens qui achètent nos films et qui les offrent. Ça, c'est Hmm. extraordinaire. C'est-à-dire que comme ce sont des films qui visent à créer du lien, on a trouvé une activation technologique en fait qui permet tout simplement d'offrir le film à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un à qui tu penses. Tu vois, Make Me a Man. Tellement de gens ont dit non mais je l'ai offert à tel ou tel ami, il a vraiment besoin de voir ça en ce moment, il est en pleine Hmm. crise, je sais pas, il est en plein divorce, ou alors une femme les femmes adorent Make Me a Man, Hmm. et donc elles me disent ben voilà, en fait en image j'ai une figuration de de ce que j'aimerais avec mon partenaire, les discussions que j'aimerais avoir avec mon partenaire. Mais lui, en fait, il a été éduqué différemment, donc il sait même pas, en fait, à quoi ça ressemble. Tu vois? Et moi, je peux pas lui expliquer non plus. Et ce film, en fait, on le regarde ensemble, et tout d'un coup, ça déclenche des discussions dans notre couple. Donc ça c'est fabuleux, tu vois. Donc voilà, et puis après il y a Movember toujours, donc il y a des entreprises qui le font visionner à leurs Hmm. collaborateurs. Donc voilà, moi mes films ils sont exploités de cette manière-là. Je trouve ça beau parce que Les Rivières c'est sorti il y a 5 ans et Make Me a Man il y a 3 ans. Wow. Et tu vois, ils vivent toujours, ils parlent toujours aux gens. Ils les accompagnent, ils sont assez intemporels en fait. C'est pas un désir de ma part, mais je vois juste que c'est ce qui arrive quoi. Hmm. Ouais, c'est quoi les retours qui te touchent? Alors, je sais pas si c'est le mot parce que comment dire, moi je reçois beaucoup de compliments, tu vois. Hmm. Enfin vraiment tout le temps en fait. Et donc c'est pas que je suis immunisée ou que ça me touche pas, mais les émotions qui sont liées à l'ego, elles se sont dissipées, tu vois, au bout de 5 ans. Et puis avant, j'avais le blog où j'étais aussi très très en lien avec ma communauté. Donc en fait, ça circule quoi. Il y a beaucoup 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 d'amour. Il y a ça circule énormément. Donc en fait, moi, ce qui me touche, c'est surtout ça. En fait, c'est cette circulation d'amour et le fait que euh, avec Jerry, on a des positions euh, parce qu'on a une capacité à mettre en mots ou à mettre en image, euh, Hmm. qui met en mots ou en image l'expérience des gens qui sont sensibles à notre travail et qui se sentent moins seuls en fait, tout simplement. Parce que je pense que quand on vit des choses difficiles dans sa lignée de femmes ou dans sa lignée d'hommes, qu'on vit des choses difficiles en famille, et en fait c'est tout le monde, tu vois. En fait, Ouais. ben en fait, je crois que ça fait un bien fou de voir que une personne en a fait quelque chose. Et en fait, par exemple, dans les rivières, c'est intéressant, mais la plupart des gens me remontent. Bon, moi, ma famille, c'est pas pareil, mais c'est pareil. Et c'est ce truc-là, en fait, où on vient à raconter quelque chose de très, très, très particulier, de très, très, très singulier. Et je veux dire, moi, en tant que femme française asiatique, parlant de ma lignée de femmes, enfin, il n'y a pas plus, comment dire, comment ils disent les professionnels. Ils disent que c'est pas impliquant, mais que tu vois, les gens ils vont s'identifier quoi. Tu vois, au départ, personne ne s'identifie à une femme asiatique en France. Enfin, vraiment personne. Et le fait que autant de femmes et autant d'hommes nous remontent, mais c'est exactement,
ce qui se passe dans ma famille. C'est pas pareil, mais c'est pareil. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que du coup, ce que ça veut dire, c'est que ça développe euh, à grande échelle. En plus, ça développe de l'empathie. Moi, je suis contente que des gens qui n'ont rien à voir avec moi, tu vois, qui vivent au fin fond du Larzac, ou ma voisine d'à côté, ou quelqu'un en Haïti, ou à Madagascar, ou à Tokyo, me dit, je me suis totalement identifiée à vous, quoi. Alors que, tu vois, rien ne, on est une catégorie tellement peu représentative de rien du tout que, sauf de nous-mêmes, que c'est le seul endroit duquel on peut parler. Et si ça résonne chez les gens, alors ça veut dire que le film, il crée de l'empathie, il crée de l'amour. Et ça c'est génial. Donc il y a pas un commentaire en particulier, tu vois, c'est le mouvement que ça a créé qui me touche. Ouais, j'entends quelque chose d'universel finalement. On parlait d'intemporel, mais il y a aussi quelque chose d'universel. Et, et oui, moi, tu vois, sur Make Me Yemen, même si c'est des Britanniques qui sont interrogés, puisque Jerry est de là-bas, bah, il y a plein de choses, plein d'aspects qui m'ont parlé et qui ont résonné pour moi. Comme j'ai dit comme je te disais en off, même en deuxième visionnage, il y avait de nouvelles choses qui émergeaient et j'ai même hâte en fait de le voir encore et de le, Oui, et de le c'est ce que font partager. les films, ouais, c'est vrai. C'est vrai que les gens les regardent plusieurs fois. Et Hmm. à chaque fois, ça leur révèle quelque chose d'autre, ça leur parle différemment, ça résonne différemment. En fait, c'est ce que je te disais en off, on travaille vraiment avec moi finalement j'ai plein d'engagements différents, tu vois, en tant que en tant que personne, en tant que enfant d'immigrés, en tant que femme, en tant qu'humaniste, en tant que personne spirituelle, en tant que personne politique. Et en fait, mine de rien, quand je monte mes films, quand je les tourne, il y a tout ça en fait qui viennent enrichir le montage et qui viennent enrichir le propos du film. Et à la fin, en fait, les gens ils vont être touchés par une chose à un moment donné, et puis ils vont être touchés par autre chose. Sur, il y a un an qui s'est passé, il s'est passé plein de choses dans la vie de la personne. Elle va revoir le film, ça n'est plus la même personne, bah c'est plus le même film. C'est aussi simple que ça. Euh, Ça, je trouve ça assez magique. En tant qu'artiste, c'est vraiment magique ça. Oui, j'entends et oui, c'est assez magique. Et dans ta présentation, t'as dit que sur Make Me Yemen, t'avais appris de toi. Qu'est-ce que t'as appris Bah par exemple, dans ce donc projet? déjà j'avais appris que j'étais sexiste. Donc après on est tous sexistes, hein. Il y a pas moyen d'en Oui. échapper. C'est juste que on peut y travailler, en parler, remettre à plat. Et là ça devient, si on y met de la curiosité, ça devient incroyable, c'est passionnant. Mais je pense que si tu veux les questions qui sont posées, donc le comment dire, la forme du film, c'est que on va prendre 9 hommes qui font partie des cercles de parole de Jerry et qui vont répondre, qu'on place sur un fond noir, et on va leur poser des questions qui sont des questions très thérapie. Donc rapport à la mère, rapport au père, rapport au sexe, rapport aux peurs, rapport au travail thérapeutique. Et donc ils vont chacun répondre, et en fait ils vont avoir des réponses mais à la fois hyper différentes. Donc en fait, il n'y a pas un moule, il y a plein de manières de voir chacune des choses, plein d'expériences différentes. Et puis surtout, ils vont avoir une manière de parler et de délivrer, de porter leur message qui est incroyable. Parce que ils ont à la fois, tu vois, je te disais, ils viennent une semaine sur deux, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ce sont vraiment des hommes qui ont développé une capacité à dire qui ils sont fulgurante. Tu vois, ils ont une connexion à qui ils sont qui est incroyablement fine et incroyablement rapide. Tu vois, normalement, quand tu fais un cercle, je sais pas si t'en as fait, mais souvent, en fait, il faut plusieurs tours, il faut plusieurs jours avant que, tu vois, les gens se vraiment enlèvent les masques, se défacent de leur gros sac à dos là et qui viennent vraiment porter le message qui est apporté, quoi. Que la vérité refasse surface, ça met beaucoup de temps.
Et en fait, eux, tu leur poses le micro, ils savent très bien déjà. Et en fait, moi, je le vois depuis que je fais partie de cercles, ou que je facilite des cercles. Je vois aussi cette capacité de plus en plus rapide à aller contacter le vulnérable et à aller contacter vraiment ce qui a besoin d'être montré, malgré ce que les autres pourraient en penser, tu vois. Donc c'est cette prise de risque, en fait, j'arrive à la prendre de plus en plus rapidement. Donc en fait, déjà, ils m'ont montré ça. Euh, Ils m'ont montré en fait que il y a pas, alors peut-être qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, tu vois, naturelles. Peu importe en fait. Ce qu'ils me montrent, c'est que culturellement, si on développe, si on, qu'est-ce que, si on valorise une chose, la compassion, la vulnérabilité, l'honnêteté, on la développe. C'est aussi simple que ça en fait. Si on valorise la force, le stoïcisme, le statut, l'argent, bah c'est ça qu'on va développer aussi. Et donc en fait, ce qu'ils m'ont montré, c'est que euh, tu peux naître dans une condition ou dans une autre, mais si tu fais partie d'une culture qui valorise certaines valeurs, alors ces valeurs, tu vas les développer. Et il n'y a pas de, enfin, c'est peut-être idiot de le dire, mais je trouve que ça vaut la peine de le redire. Il n'y a pas de d'empêchement naturel à ce que les hommes développent de la compassion et de l'empathie. C'est vraiment culturel s'ils n'en développent pas. Et donc, moi, j'ai trop envie de faire tout ce que je peux pour développer ça. Pas uniquement parce que j'aurai de meilleurs amants, de meilleurs amis, de meilleurs frères, etc., mais parce que j'aime les hommes qui sont autour de moi. Et moi, je viens d'une fratrie où on est 6, il y a 5 frères. Je suis la seule femme. Et en fait, d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était Make Me a Man, c'était un désir inconscient de recontacter cette fratrie, tu vois. Mais de cette position-là, il y a un truc où j'ai pas peur des hommes, tu vois, j'ai pas un a priori. Enfin, les frères que j'ai autour de moi, ils sont tellement différents les uns des autres aussi, donc ça m'a donné plein d'expériences de plein d'hommes différents déjà. Mais par contre, ce que je vois, c'est que si on était dans une culture de l'empathie, de la compassion, etc., mais eux, ils auraient eu une expérience vachement plus riche de la vie, vachement plus riche. Parce que si on reste dans un discours uniquement patriarcal de domination, bah les hommes ils sont dans la position qu'ils veulent avoir puisqu'ils dominent. Donc c'est pas en leur disant ouais mais il faudrait donner un petit peu votre place à plus de femmes, avoir des égalités, etc. que ça va changer les choses. Puisque eux dans leur paradigme ils ont gagné. Enfin la vie et le monde est quelque chose que tu dois gagner. Ta position est quelque chose que tu dois gagner. J'ai gagné ma position. Bah non, je vois pas pourquoi on va me demander de la redonner ou de la partager. Donc en fait, je pense que c'est vraiment au cœur du paradigme qu'il faut aller chercher et vraiment au cœur de mais ta position, gars, en fait, elle te coûte énormément. Regarde l'état de tes relations, regarde l'état de comment tu fais l'amour avec tes partenaires, de tes relations avec tes enfants. La domination, elle a un énorme coût humain. Déjà sur ta vie à toi, quoi. Tout le temps, toute l'énergie, tout ce que tu mets là-dedans pour obtenir cette position n'est pas juste je vais l'obtenir parce que je vais travailler dur pour gagner ma place. C'est que c'est un énorme sacrifice existentiel. Et, euh, et donc Make Me a Man, c'est vraiment se dire un autre paradigme est totalement possible. Il existe déjà. Il faut juste le développer et le mettre dans un espace public qui va donner envie aux gens de se dire ah ouais, c'est ça que j'ai envie en fait dans ma vie. J'espère en fait que ça joue sur à la fois les gens se sentent compris dans leur peine et en même temps ah mais ça me donne la niaque, ça me donne de l'espoir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de développer ça. On compte plus le nombre de cercles de parole qui se sont créés grâce à ce film. C'est génial. Génial. Oui, moi je participe et j'en anime, donc je vois très bien ce dont tu parles dans dans cet accès à cette à cette authenticité, j'aurais envie de dire aussi. Et
Je reviens sur une des phrases que tu as citées tout à l'heure. C'est vrai que généralement, quand je présente les cercles d'hommes aussi, c'est souvent ce que me disent les femmes. J'aimerais être une petite souris pour voir ce qui s'y passe. Donc, Hum, on hum. est la possibilité. Merci d'avoir, C'est pas exactement la possibilité dans le sens où je ne filme pas les oui, cercles de parole, mais c'est vrai, vous avez tout le à fait. résultat, Pardon. vous avez le produit, le résultat, quoi. Par contre, je Hmm. pense que, j'en parle assez tôt dans le film, je pense que la première révélation, quand même, c'était de me dire, ben voilà, je viens de travailler 10 ans sur un blog, conçu en tant que femme pour des femmes. Je finis ce cycle avec les rivières sur ma propre lignée de femmes. Et en fait, les hommes m'avaient manqué, quoi. Hmm. J'avais vraiment besoin de reconnecter avec une partie de l'humanité, une partie de mon humanité aussi. Et en fait, en écoutant ces paroles, je me suis dit, parce que je me disais, mais j'ai envie de voir comment c'est de l'autre côté. Et en fait, en les écoutant, je fais, bah, il n'y a pas d'autre côté, en fait. En fait, on se raconte les mêmes choses. On a des problèmes avec nos gosses, on a des problèmes avec nos partenaires, on sait pas quoi faire avec les conflits avec notre mère, ou avec notre plus grand, ou avec notre boss. On a exactement les mêmes discussions, en fait. Euh, Hmm. alors oui, non, effectivement, on parle pas de nos cycles menstruels ou des trucs comme ça, spécifiquement féminins, on va dire. Mais la plupart de ces paroles, en fait, moi, en écoutant Make Me a Man, j'ai appris plein de choses sur la sexualité. Tu as une mise en mots, une mise en perspective que, tu vois, j'avais jamais entendu quelqu'un parler de la sexualité comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Et je pense qu'en fait, la ligne de démarcation, elle est pas du tout homme-femme. Mais alors vraiment pas du tout. La démarcation, elle est vraiment qui veut changer et qui veut pas changer, quoi. Qui Hmm. veut évoluer, qui veut accorder du temps à ça et qui ne veut pas ou ne peut pas d'ailleurs. Tu vois, parce qu'on arrive à des là. Si je parle d'actualité et de choses assez Hmm. terribles comme l'affaire Pellico, euh, où en fait sur les 51, il y en a 50 qui disent que ça n'est pas un viol. Euh, l'état de déni de ces hommes raconte quelque chose de la masculinité. Je dis pas du tout que tous Hmm. les hommes sont capables de faire ce qu'ils ont fait, pas du tout. Mais pour arriver à des cas aussi extrêmes, et c'est pas un cas, ils sont 50, enfin en fait ils sont 80. Euh, on en a trouvé 50, mais ils sont 80. Et pour eux, il n'y a pas de viol. Ils sont filmés, enfin et donc je me dis mais l'état de tu vois de la santé mentale masculine et sur Hmm. la connexion à ce qui est vrai, à ce qui n'est pas vrai, les masques qu'on porte quand on est un homme ou qu'on doit se comporter comme tel sont bah alors là c'est tu vois, on est à des niveaux de folie tout simplement, c'est de la folie. Mais cette folie, elle se construit petit à petit, c'est un pas après l'autre. Et nous, on aimerait vraiment apporter quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus vertueux et de moins dangereux, de plus aimant pour les petits garçons qui vont Hmm. devenir des adolescents, qui vont devenir des hommes, qui vont devenir des grands-pères, des amants, des frères, etc., etc., tu vois. Hmm. C'est pour ça que Oui. le travail des cercles de parole est fondamental. Parce que avec un psy en one-to-one, en- l'un devant l'autre, tu peux rester dans une forme de déni. Normalement, Oui. voilà. Mais tu peux danser et tu peux euh, faire en sorte que ça ne se voit pas ou que la confrontation n'arrive pas ou qu'il n'y ait pas de remise en question. Dans un Hmm. cercle, si vraiment tu vas dans un cercle avec tout ton cœur, tu vas être, il y a des moments en fait, tu vas être brisé euh, parce que le miroir qui te sera tendu va va te confondre en fait, va démasquer ce que l'ego a construit, oui, les masques que tu as construits pour survivre. Euh, il n'y a pas de jugement, tu vois, par rapport à ça. Donc, il va y avoir des moments de grande beauté où tu vas comprendre ta peine, mais il y a des moments aussi de grande vulnérabilité où tu vas comprendre que t'es pas quelqu'un de très très bien en fait, à certains endroits. En fait, t'es aussi manipulateur, t'es aussi enfin manipulatrice, hein, c'est pareil pour les cercles de femmes. Hein. Hmm. Bien sûr. Que aussi là, la réponse de ton partenaire ou ta partenaire,
elle est à la mesure de ta toxicité, de tes mensonges, de tes faux semblants. Donc en fait, c'est un vrai travail d'accepter aussi des parts plus sombres de soi qui sont pas reluisantes, quoi, mais que dans les cercles de parole, parce qu'il n'y a pas de jugement, parce qu'on est là juste pour écouter et dans une écoute active, euh, ben ça va te faire beaucoup de bien de confronter ces choses-là. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas un travail simple, quoi. Donc c'est pour ça que dans Mayday, euh, tu vois, le paradigme actuel, il est bon, bah tout le monde veut être connu et tout le monde veut être filmé et tout le monde veut faire des selfies et avoir des likes sur Instagram. Mais dans Mayday, on est dans un paradigme vachement différent parce que quand t'as un travail comme ça qui est aussi difficile, où il y a tellement de colère, de peur, de honte, tu vois, de choses vraiment difficiles qui remontent et que tu te laisses filmer pendant ce travail thérapeutique, ça demande vraiment un courage incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Mm. Et en fait, ce sont des expériences qui sont juste humaines. Tout le monde traverse ces moments de vérité, tu vois. Euh, et, et c'est marrant parce que dans le film, parce qu'on l'a testé, et dans le film, il y a un passage où justement il y a une dispute, et en fait, il y a une des personnes qui dit ouais, mais moi je veux pas passer pour le méchant. Tout le monde dit ça, tu vois, quand on s'engueule Mm. avec quelqu'un, tout le monde dit ça. Et alors que dans un film normal, cette personne, tu la ferais passer pour le méchant, tu vois. Enfin, très clairement, c'est du pain béni même. Et ben là, Mm. non, on est dans, ok, on n'est pas là pour ça. On est là pour comprendre. Ayons de la curiosité, travaillons, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, finalement, ce personnage, tout le monde s'identifie à ce personnage. C'est incroyable. À chaque fois qu'on l'a montré, les gens sont là, mais Nesta, mais c'est exactement moi quand je m'engueule avec quelqu'un, c'est incroyable. Et donc voilà, je suis vraiment très très heureuse qu'on ait pu filmer tout ça. Maintenant, il faut qu'on puisse finir le film et le mettre à disposition, le diffuser, mais c'est pour ça qu'on a besoin de ce crowdfunding, quoi. Mm. Ouais, que ça, à travers le témoignage sur Make Me Human ou là où Mayday, j'entends un travail des ombres, Oui. de nos ombres. Ça va sur nos ombres, sur nos parts d'ombre. En fait, Jerry, il était prof de colère, figure-toi. Mais Preuve de il colère. a... Ouais. C'est une spécialité hyper rare. Mais je peux te dire, bah justement, il y a un passage dans Mm. Mayday sur la colère, et c'est incroyable ce que ça réveille. Mais ce qui est génial avec la colère, c'est que c'est une énergie extrêmement puissante et qui, contrairement à la honte, par exemple, où tu as envie de disparaître et de plus bouger, et qu'on te voit plus, bah, la colère, ça te donne une énergie motrice de transformation. C'est un feu, quoi. Mm. Donc, il s'agit pas de la transformer en violence. Ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on est un enfant, en fait. Mais quand on évolue vers un âge adulte, on évolue vers un peu plus de sophistication et un peu plus de curiosité et un peu plus d'empathie. Et on se dit, ben, c'est pas parce que je suis en colère que je vais détruire la personne en face. Ok, essayons de raisonner, essayons de rester en lien, essayons de se parler. On utilise de la communication non violente. Tu vois, on s'éduque en fait. Mm. Et attends, oui. Et donc en fait, la colère, bon, c'est une part d'ombre assez connue puisque c'est pas une émotion très prisée. Mais Moi, évidemment, il y a j'aime la toujours. peur. Pardon? Pardon. Ouais, j'aime toujours essayer de différencier moi, la colère et la rage et la frustration qui sont deux énergies très différentes et Oui. ce que j'entends, ce que tu nous dis finalement. La rage, la frustration qui mène à la violence ou la colère amène à poser des limites, à se mettre en mouvement et, et... Oui, à développer de la souveraineté en fait. La colère, c'est quand ton intégrité a été attaquée. Donc, donc ça Hmm. veut dire, pareil, tu vois, par rapport à cette quête spirituelle dont je te parlais tout à l'heure, je trouve que la colère montre qu'il y a quelque chose de sacré en même temps, Hmm. il y a une limite sacrée qui a été dépassée. Voilà, elle nous amène à du mouvement, à de la transformation. Euh, alors après, on peut aussi cheminer sur la rage et sur la frustration.
Et si on chemine bien, ça n'amène pas à de la violence non plus. Mais toutes ces émotions dites négatives, bah, comme elles sont dites négatives, ça amène les gens à les cacher et à manipuler pour les cacher. Et donc, tu vois, on va... Et donc, en fait, plus on avance et plus on s'éloigne de l'authenticité dont tu parlais. Mm. Dans un cercle de parole, on va pouvoir défaire le sac et tout poser à plat. Et c'est un lieu très, très rare, en fait, parce que la plupart des interactions que nous avons, à part si nous avons des amitiés très, 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 très belles et très profondes et très évoluées, il y a du jugement dans quasiment toutes les interactions que nous avons. Et donc c'est normal qu'on ait peur de ces jugements-là, au travail, dans la famille, avec notre conjoint, avec nos enfants même. La plupart du temps, il y a du jugement. Et surtout, il y a du jugement qui, encore une fois, n'est pas traité comme tel. Hein. Tu vois, moi parfois j'ai des jugements et je dis ah oui non, bah c'est un jugement, bon, bah c'est tout en fait. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Ça veut pas dire que Mm. c'est la vérité de la personne, tu vois. C'est aussi parce que j'ai mon propre logiciel, j'ai mes propres, tu vois, j'ai ma propre histoire qui m'amène à ce jugement-là, mais ça n'est pas la vérité. Donc encore une fois, voilà. Mais même l'existence de ce jugement peut amener des gens à se refermer comme des huîtres et à ne pas partager leur vérité. Parce qu'il y a trop de honte, il y a trop d'enjeux ou trop de peur, il y a trop d'enjeux euh, d'être rejeté ou voilà, qui sont liés à ça. Ouais, une identification à ses jugements et à ses pensées. Oui, J'entends. Mm. Mm. Et, oui, et je pense que cette identification, elle est d'autant plus, je vais dire, systématique, qu'on nous amène pas à nous développer en tant qu'être. mm. Donc en fait, on nous amène à ne pas nous développer en tant qu'être et à faire tout ce qu'on peut pour être accepté par les autres. Et c'est Gabor Maté qui dit ça, tu vois, qui dit, bah, quand on est bébé, on a une sorte d'authenticité pure, d'amour pur. Et il vient un moment où en fait on a peur de perdre l'amour de ses parents. Et on va commencer à mettre Mm. en place des stratégies pour ne pas perdre leur amour. Et en fait, c'est là qu'on développe des attachements. Et donc on va toujours être en oscillation entre cette quête d'authenticité et cette quête d'amour qui est universelle, encore une fois. Simplement, quand on passe à l'âge adulte, normalement, c'est là où on devrait nous efforcer de comprendre ces enjeux-là et de voir que ben c'est évidemment une impasse de chercher l'amour. Il est déjà là, déjà, mais il faut un petit peu de temps pour s'en rendre compte. Et puis la quête d'amour, elle nous amène à faire des choses qui peuvent être terribles. Tu vois, si je caricature, là, il y a une image qui me vient en tête, c'est le parrain. Tu vois, le Le, parrain, c'est un bon père de famille. ouais. C'est quelqu'un qui veut protéger la famille, qui veut protéger le sang, tu vois. Bon, ce qui fait pour ça, au nom de ça, on va dire, c'est terrible. Donc, on est tous un peu le parrain, tu vois. Donc, d'une certaine manière. Mm. Mm, mm, mm. Et du coup, avec les rivières, t'étais sur des femmes, avec avec Miaman, les hommes. Du coup, tu l'as me dit un peu en présentation, t'as voulu rassembler d'une certaine façon avec Maïdé. Mhm. Et ouais, comment il y a peut-être un mot qui m'a plu dans la présentation de Maïdé, c'est proposer de nouveaux imaginaires. Mhm. En quoi en quoi Maïdé propose un nouvel imaginaire. Bah déjà, en fait, on se rend compte que euh, les retraites ou les quêtes, voilà, thérapeutiques, spirituelles, s'asseoir en cercle. En fait, c'est associé à des images extrêmement puissantes et violentes de dérives sectaires, gourous. Hmm. En fait, on se rend compte que le paysage mainstream autour de ces quêtes-là est totalement cannibalisé ou colonisé par des imaginaires hyper violents. Euh,
et où en fait, ben si d'un point de vue mainstream t'empêches ces narratifs-là, bah c'est sûr que tu vas pas amener les gens vers ça, vers plus d'interrogations, plus de réflexion, plus d'évolution sur soi, etc. Donc déjà, je pense qu'on arrive dans, si tu veux, quand j'arrive avec les rivières et que j'arrive avec une lignée de femmes, avec ma grand-mère, ma mère et ma fille, on paraît très très innocente et pas du tout dangereuse. Après, Mhm. quand tu regardes le film, tu te rends compte que si, c'est hyper subversif ce qu'on fait, mais a priori, c'est pas le cas. Là, j'ai montré des images et les gens sont là, non mais attends, comment on sait que c'est pas un gourou? Et je dis, ah bah, moi je fais pas un film pour montrer qu'on n'est pas des charlatans, si tu veux, tu vois. J'ai autre chose à faire. Donc en fait déjà tout simplement, tu vois, il y a plein de gens qui nous disent là quand ils soutiennent la campagne de crowdfunding, ils disent mais enfin on va pouvoir voir un narratif positif sur ces Mhm. quêtes là, ces quêtes spirituelles, thérapeutiques, de l'être. En fait, tu vois, je me dis dans une société saine, on devrait tous faire de retraite, quelle que soit leur forme. Mhm. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui le font, qui font des marches, qui font des jeûnes, qui font des cercles de parole, qui vont travailler sur une chose ou sur une autre. Euh, donc en fait, la société civile, elle est prête en fait, elle est déjà en train d'évoluer. Mais dans, tu vois, ceux qui décident, les Ouais. décideurs, bah, tu te rends compte qu'en fait, ils sont totalement, ils sont ravagés par ce qui a été fait. Donc voilà, les trucs sur Osho, les trucs sur, je sais pas quelle secte. Et il faut dénoncer ces agissements. Je dis pas le contraire, tu vois. Bien sûr. Je dis juste que comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul, tu vois, un film sur autre chose que ça, quoi, tu vois. Du coup, ça crée ce qu'on appelle l'unique histoire, tu vois. Donc, il y a qu'une seule histoire Mhm. possible sur ces quêtes-là. Donc déjà, ça change. Ensuite, ben, on y voit des gens qui, franchement, qui traversent le mur du son euh, pour aller revisiter leur passé, qui vont être en contact avec des choses incroyablement difficiles et qui vont y aller, quoi. Donc en fait, c'est aussi montrer le courage possible de certains humains sur cette terre. C'est vraiment incroyable. Après, je pense qu'il y a tout ce truc de faire la paix, de toujours croire que c'est possible, de toujours s'asseoir en cercle pour se dire, OK, là, il y a un problème, on va le régler. Donc dépasser, tu vois, les manigances, dépasser les petitesses en fait, pour aller vers quelque chose de plus grand que soi et qu'on ne sait pas faire seul. Encore une fois, c'est grâce au groupe que c'est possible. Ensuite, bah, dans le film, t'as t'as plein de personnes différentes en fait. Donc t'as des personnes de couleur comme moi, t'as des personnes toutes maigres, t'as des personnes toutes grosses. T'as des personnes qui sont activistes radicales féministes et un masculiniste. Tu as vraiment des gens qui ont des croyances opposées. Mhm. Et bah, elles vont découvrir qu'en fait, si elles s'asseyent et si elles écoutent un minimum l'histoire de l'autre, elles vont rentrer en relation et en empathie avec l'autre personne. Et on va amener certaines personnes à changer de croyances. Bah ça c'est incroyable quand même. Tu mets 2 semaines ensemble des gens, ils changent de croyance. C'est fou. C'est trop fou quoi. Et puis C'est après, je beau. crois que c'est un film qui est très beau. Enfin vraiment, on était dans une nature incroyable, très très puissante, donc très terrifiante parfois. Ça a été Et tourné où? parfois, pardon? Ça a été tourné où? Ah ça je peux pas le dire. C'est un Si lieu c'est qui est ok. Ok, secret. c'est Ouais, ce que c'est ce que je ouais, me ouais, suis dit quand j'ai ouais, c'est ça. Pardon, excuse-moi, je t'ai Mais c'est une coupé du forêt coup. ancestrale. On a tourné dans plusieurs lieux en fait. La retraite était dans un seul lieu, mais nous on a tourné dans plusieurs lieux. Et c'est vraiment tout d'un coup aller vers un ancestral, tu vois, aller vers un, je sais pas si c'est un archaïque, mais retourner ou même aller, puisqu'en fait il y a plein de gens qui n'y vont jamais, donc on peut pas dire qu'ils retournent à la nature, ils n'y sont jamais allés. Donc aller vers la nature et écouter en fait, redevenir tout petit. Euh, Se laisser embarquer par les cycles de la lune, par le fait qu'il fasse froid, par
par la boue, par tu vois, par une expérience sensorielle. Et je crois que le film ramène ça sur au spectateur, cette expérience sensorielle de vraiment sortir du mental et recontacter le corps, à la fois dans sa joie et en même temps dans ses difficultés. Et tu vois, par exemple, dans les personnes, dans les intentions, parce que les gens, quand ils viennent en retraite, souvent, ils posent une intention. Donc, une intention, c'est pas un objectif, c'est vraiment te mettre dans un espace où tu vas te dire, voilà, là, j'ai envie d'aimer mon corps. J'aime pas mon corps, j'ai envie d'aimer mon corps. Et, ok, je pose cette intention. D'autres, ça va être, voilà, j'ai envie de découvrir une partie de moi que je ne connais pas encore. D'autres, ça va être, je sais que j'ai vécu des traumatismes et je veux retrouver certains souvenirs qui me sont encore, qui m'ont été cachés euh, parce qu'il fallait survivre. Mais là, ça y est, je suis assez grande, je suis assez adulte, je suis assez forte pour pouvoir recontacter ces souvenirs et voir ce qui s'est passé. Donc tu vois, il y a des gens qui sont là, bah je veux juste voir comment ça se passe dans une retraite. Enfin, tout le monde m'en parle, je comprends pas, je suis pas du tout dans ce délire. Enfin, ça c'est les mots des gens, tu Mhm. vois. Je trouve Mhm. que c'est un truc de fou, mais je suis curieux, je voudrais voir. Donc vraiment, t'as des intentions qui sont tellement, tellement différentes les unes des autres. Donc je pense que c'est, voilà, c'est. Et puis après, il y a le travail de thérapie, tu vois, le travail que fait Jerry en tant que thérapeute. Donc ça fait 30 ans qu'il est thérapeute. Moi, je considère que il devrait pas donner 1 heure à une seule personne. Il faut que les gens qui passent du temps avec Jerry, il faut qu'il y en ait plein en même temps, parce qu'il a tellement de Mhm. à partager, il a une telle sagesse, il a une telle compassion, il a vu tellement de choses. Et puis il y a la entre guillemets de la technicité aussi du thérapeute, de comment il travaille pour amener les gens à la fois se dépasser, mais tout en restant safe par rapport à eux-mêmes. Donc ça m'a vraiment passionné quand même. Ça. J'entends, ça me fait vibrer. Ça me met des frissons, ce que tu... Génial. Et d'ailleurs, c'est comment de vivre avec Jerry? Si c'est ok Oh de... bah c'est génial. Ça a changé quoi, toi, dans ta façon d'aborder la relation? Bah moi ça a tout changé en fait la relation avec Jerry. C'est je pense que en fait entre nous deux c'est lui le grand sensible, c'est lui l'hypersensible, c'est pas du tout moi quoi. Euh, donc on fait une bonne paire et je pense que c'est quelqu'un qui au-delà de son expertise, on va dire, de sa grande expérience, tu vois, ça fait quand même 30 ans qu'il suit les gens et tout. Euh, je pense c'est un hyper intuitif. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui vient d'une famille polytraumatisée et qui a dû traverser 4 décennies quand même en portant beaucoup de traumatismes et de masques, c'était quelque chose qui était plus possible avec lui. Et donc cette relation elle m'a vraiment appris à vivre voilà plus proche de son intuition, en portant moins de masques, en étant plus authentique. Donc c'est en même temps une relation qui demande beaucoup de vitalité parce que c'est un style de vie. Tu vois quand on est Mm. deux en ping-pong et qu'on est dans une tu vois dans une quête existentielle permanente, c'est pas de tout repos quoi, tu vois, J'imagine, ouais. c'est vraiment une vie de couple très intense. Mais je voudrais pas changer pour rien au monde quoi, tu vois. Mm. Mm. Puis de toute façon, je suis pas faite pour une vie. Je suis faite pour cette vie-là, en fait. Merci. Et, tu parlais de paix tout à l'heure.
ce qui se passe sociétalement parlant, tu l'évoquais avec l'affaire Mazan tout à l'heure. Moi, ça m'apporte beaucoup de tristesse et plein d'autres émotions. Euh, Comment on se retrouve, on se rend compte, il y a pour moi quelque chose qui se joue dans les rapports hommes-femmes aujourd'hui. Comment on se retrouve, comment on fait la paix, comment on discute. Tu vois ce que tu évoquais tout à l'heure à travers Mayday, ça me touche et de rassembler finalement des gens qui ont des visions totalement différentes, opposées, pour finalement recréer du lien. J'entends du lien à soi, du lien à l'autre et du lien à la nature. Mm. Ouais. Comment on fait, Maï? Mais déjà, je pense que pour faire la paix, encore une fois, tu vois, on parle de cercle de parole depuis tout à l'heure, mais le vrai terme, ça devrait être des cercles d'écoute. Parce que Hmm. tu parles une fois et t'écoutes 20 fois. Donc, ce que tu vraiment, l'organe que tu entraînes, que tu muscles, c'est vraiment l'oreille et le cœur, quoi, connecté au cœur. Donc, en fait, je pense que rien n'est possible si il n'y a pas un effort d'amour qui est fait. Et dans cet effort d'amour, donc, rien n'est possible si on nous dit à nous femmes, oui, mais c'est pas pareil pour tous les hommes. Parce qu'en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est on n'entend pas votre peine. Et pourtant, MeToo a 7 ans. Tu vois, Jerry par exemple, et ces hommes, comme mes frères d'ailleurs, ils sont à des années-lumière de ça. Tu vois, certains se questionnent plus que d'autres, etc., sur leur masculinité. Mais le sens des rivières, par exemple, où il n'y a pas d'hommes dans les rivières, il y a que des femmes, sauf mon fils et mon grand-père, qui sont les deux bouts du spectre et qui étaient essentiels à cette histoire. Les hommes qui se sont effacés du film se sont effacés d'eux-mêmes. Ils se sont dit, bon là, peut-être qu'il est temps qu'on vous écoute, en fait. On nous a appris qu'il fallait toujours avoir la position de celui qui sait. Mais en fait, peut-être qu'on n'a rien compris. On va vous écouter un petit peu. Et je pense que j'entends, en fait, la frilosité de beaucoup d'hommes à prendre position. Déjà, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont fait des choses pas cool et qu'ils ont très très peur de le reconnaître. 2, parce que ils ont peur des féministes, dont certaines disent on n'a pas besoin des hommes pour machin truc. Bon, moi c'est pas du tout ma position. Je les entends, hein, mais il faut aussi voir pourquoi on les entend autant ces femmes-là, ou ces féministes-là, parce que quand on est dans l'ère des réseaux sociaux, en fait il faut créer des émotions, y compris négatives, pour avoir plus de likes, plus de shares, plus de machin. Toutes les positions antagonistes sont poussées par les réseaux sociaux. Toutes les positions nuancées ne le sont pas. Donc voilà, il faut sortir du mode combat, en fait. Enfin, il faut. Je pense, en tout cas, ce que ça nous montre, c'est que quand tu sors du mode combat et que tu dis non, mais attends, de toute façon, là j'ai écouté une vidéo sur un Palestinien et un Israélien qui essaie de créer un mouvement pour la paix. De toute façon, la paix, c'est notre horizon. La guerre n'est qu'un passage. De toute façon, on va devoir faire la paix. Autant qu'on la fasse le plus tôt possible. Et je pense que quand eux, ils arrivent, ils disent, mais lui, il a perdu ses 2 parents le 7 octobre. Moi, j'ai perdu mon frère quand il avait 10 ans. C'est pas qu'on est à ex-aequo, c'est que chacun entend l'histoire de l'autre et a de la compassion pour l'autre. Donc là, on n'est pas à se dire on est à ex-aequo ou nous les femmes on a plus souffert que vous, parce qu'évidemment on a plus souffert que vous, enfin en vrai. Et je sais que je vous le dis, et je sais que ça va triggerer une partie de ton audience. Et je vous le dis vraiment avec énormément d'amour et énormément de compassion. On vient toutes de lignées de femmes qui ont été violées, qui ont été battues, qui ont été incestées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de petits garçons qui ont été battus, violés, incestés. J'en ai dans ma famille. Et je connais la peine des hommes de ma famille comme des hommes de mon entourage. Je sais qu'il y a ça aussi. Mais les persécuteurs, les perpétuateurs, comme on dit en anglais, c'est entre 90 et 98% d'hommes. Donc,
quand je dis ça, je ne fais pas une généralisation. C'est une statistique. C'est factuel. Et pour arriver à ces statistiques, il faut une culture pour ça. Il faut que petit à petit, on crée de la déconnexion. Petit à petit, on crée du manque d'empathie. Petit à petit, parce que si on veut dominer, il faut pas avoir de l'empathie pour la personne en face, puisqu'on veut la dominer. Donc en fait, tout ce système-là développe un manque d'humanité dans l'expérience masculine qui vous fait du tort en fait, qui vous fait souffrir les hommes. Et donc, si on veut vraiment avancer et faire la paix, il faut qu'il y ait une reconnaissance de ça. On ne peut pas continuer dans le déni et dans le oui mais pas tous les hommes, oui mais on est gentil, oui mais tous les oui mais en fait c'est juste une annulation de tout ce qui a précédé. Et en fait, quand j'ai écouté tous ces hommes et dans Make Me a Man, des hommes ont été incestés, des hommes ont été violentés, des hommes ont été battus, et moi j'accueille cette vérité avec tout mon cœur, avec toute ma compassion, je l'entends totalement. Ce dont on parle, c'est de la systématisation des choses et de comment on en arrive à déshumaniser des hommes qui, même en étant filmés pendant le viol qu'ils commettent, arrivent à dire ce n'est pas un viol. On est tous, en tant que société, on contribue tous à ce que cette situation arrive. Et chacun à notre niveau, il faut qu'on puisse se regarder et se dire ah non mais en fait, il faut plus que je laisse passer des paroles misogynes. Maintenant en fait, faut plus que je dise des blagues dégueulasses à ma collègue et que je lui dise après quand elle est choquée non mais c'est bon, c'est une blague. Faut que j'arrête à mon niveau et quel que soit mon niveau en fait, on a tous quelque chose à faire pour faire la paix ensemble. Et mais pour cela, il faut tous qu'on se remette en question et qu'on écoute l'autre et qu'on l'entende pleinement dans sa souffrance. Et je pense que l'un des trucs un peu radicaux, c'est arrêter les oui mais, tu vois. Quand t'arrêtes les oui mais, tout d'un coup, tu te mets dans une vraie énergie de transformation. Tout d'un coup, quand ça devient OK, je t'entends. Alors attends, est-ce que je t'entends vraiment? OK, t'as subi un viol? OK, j'entends en fait. Et quand en fait tu demandes à toutes les femmes autour de toi et que il y en a 8 sur 10 qui ont vécu des agressions sexuelles ou des violences sexistes, là tu te dis effectivement en fait l'expérience féminine globalement, elle est vraiment très très difficile de ce fait-là. Et si tout d'un coup ça développe de la compassion, alors tout est possible. Si tu restes dans oui mais moi je suis gentil, je t'ai rien fait. Donc je vois pas pourquoi tu serais pas sympa avec moi. Tu vois ou pas la différence d'énergie et la différence tout d'un coup de la personne là, elle est plus du tout en lien ou oh là là, il est vachement chouette ton short moulant, t'as de jolies fesses comme ça, tu vois. Attends, mais c'est bon, c'est un compliment. En fait, toutes ces remarques en fait contribuent à nous fragiliser et le fait que ce soit pas entendu contribue aussi à nous fragiliser, c'est la double peine en fait. Donc en fait, la paix est totalement possible. Moi, je l'ai vécue, je la vois, je la vis quoi. Et venez avec nous faire ça parce que c'est génial en fait. C'est vraiment génial. Écouter, accueillir, comprendre. Ouais. Et mais oui, ça me parle et c'est tout un travail. C'est tout un travail. Je sais que tu vois, je suis passé par cet aspect-là. Mais c'était en amont. Je sais plus, il y a eu une publication qui était, ouais, tous les hommes sont violents et à l'époque j'aurais pu être très bien de dire oui mais non, mais pas moi. Tu vois, de ramener ça à ma petite personne et à me dire, et voilà. Et en fait, déjà, je regardais en miroir ce que ça me disait de moi, en fait. Et d'accepter, en fait, tout simplement que possiblement je peux être cet homme violent. On a discuté avec Greg Pouy, qui est oui, avec Greg. On a parlé ouais. Il est venu à nos retraites. Ouais. Ah. et de Jerry qui part sur que en tant qu'homme et en tant qu'être humain, on a plein de facettes. Bien sûr. Qu'on peut reconnaître et
choisi en fait de ne pas activer, en Bien tout cas sûr. de ne pas user, ou en tout cas de l'utiliser que vraiment si ça doit être dans euh, quelque chose de juste, quand je parle Ouais, par exemple d'utiliser sa force. ouais. Et Et ouais, t'as voilà, totalement raison. Mm. Mais même un commentaire, t'as totalement raison de dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui parle de ce qui lui est arrivé, elle sait, c'est statistique, tu vois, 100%, qu'elle va avoir un homme. C'est peut-être pas toi, c'est peut-être pas ton copain, c'est peut-être pas ton frère, mais elle mm, va avoir un homme qui va lui mm, dire, oui, mais moi, je suis sympa. Et ça, c'est une forme de violence. Parce tout à fait. que, voilà, si t'es dans un cercle et que tu partages une expérience hyper traumatique et que l'autre personne en face, est-ce que l'autre personne en face va te dire, oui, mais moi, je suis sympa? Ça ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de faire ça quand t'es dans un cercle. Ben, quand t'es sur les réseaux sociaux, et ben voilà, il y aura toujours une manifestation masculine qui va venir te remettre en question là où toi tu partages juste ta vérité en fait. Et c'est pour ça que certaines femmes vont jusqu'à dire tous les hommes sont violents parce que dans leur expérience, elles ont subi tellement d'agressions d'hommes que dans leur expérience, elles vont toujours avoir peur d'une réaction masculine. C'est dans ce sens-là que elles disent tous les hommes sont violents ou que tous les hommes sont des violeurs potentiels. Parce que quand t'as une affaire Mazan euh, et que tu te réveilles le matin et que tu vois, tu sais pas où t'es, etc. Tu dis mais qu'est-ce qui m'est arrivé à moi aussi, tu vois? Tu vis Mm, dans ce paradigme-là qui est terrible. Et effectivement, vivre dans la peur, c'est pas une solution et ça te fait pas faire les meilleures choses du monde en général. La peur, c'est pas un très très bon moteur. Mais il y aura d'autant plus de peur qu'on peut pas en parler. Et c'est pour ça que notre position, elle est assez radicale en fait. Ce qu'on fait, c'est assez radical. Ce que tu fais avec les cercles de parole, alors que on parle de vulnérabilité, de sensibilité, tu vois, de choses qui peuvent paraître comme ça inoffensives. Ce sont des démarches radicales parce qu'elles vont à l'encontre de ce qu'on nous demande normalement. Et je pense aussi, alors ça c'est peut-être c'est une hypothèse. Je regardais une vidéo d'un journaliste, son nom m'échappe, parlant justement de l'affaire des viols de Mazan, qui disait à quel point il était bouleversé. Donc c'est un journaliste très très suivi, hein. À quel point il était bouleversé, à quel point il avait honte en tant qu'homme. Et moi, je crois que c'est l'une des raisons, et j'entends totalement hein, son sentiment, que d'autres amis masculins m'ont remonté aussi. Et en fait, j'entends totalement ce sentiment. Et en même temps, je me dis, mais les gars, allons-y ensemble parce que la honte, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pas une émotion transformatrice. C'est une mm, émotion où on va se retirer, rien dire, attendre que ça passe, vouloir la honte. Brené Brown a dit que c'est une émotion où tu as envie de disparaître. C'est même pas la culpabilité, tu vois. La culpabilité, c'est lié à une action. La honte, c'est lié à ta personne. T'as envie que ta personne disparaisse. Et en fait, mm. les femmes qui sont dans ces mouvements, évidemment, euh, elles sont dans la colère. Et donc tu vois, de manière genrée, et ça s'est vu d'ailleurs quand on a fait les exercices de colère pour Mayday, c'est qu'en fait, du coup, les hommes se retirent et les femmes prennent une place de transformation. Et tu vois, sur les 7 dernières années, c'est incroyable la transformation qu'il y a eu de la société et des enjeux autour Mm, de ces questions-là. Tu vois, c'était pas du tout un enjeu. Bon, mm, c'était il y a 7 ans, les viols de Mazan, ça date d'il y a 10 ans. Tu vois, ça fait 10 ans. Donc, mais c'est quelque chose qui aurait pas du tout émergé il y a 7 ans encore, parce que la société était pas prête. Donc là, il y a eu une vraie bien transformation sûr. sociétale qui est difficile, comme n'importe quelle transformation. Donc les gens s'engueulent, c'est difficile, c'est imparfait, c'est un chemin imparfait. Les féministes n'ont pas toutes les solutions, elles ont parfois des postures euh, à côté de la plaque, c'est imparfait. Mais en tout cas, on peut quand même voir que ça évolue, quoi. Je crois que beaucoup d'hommes ne se sont pas investis parce qu'ils ont eu honte
où ils ont eu peur. Je crois que les hommes, dans votre construction, on vous demande de protéger, on vous demande de provide, donc de ramener l'argent, on vous demande d'avoir des bonnes positions sociales, on vous demande d'avoir des solutions. Je crois, hein. Vous devez toujours être c'est vrai. solution. D'accord? Quand il y a un problème, vous devez avoir la solution. Et si vous n'avez pas la solution, il y a un sentiment de honte qui s'empare de vous, qui est hyper puissant. Mais du coup, nous, on est là, ils sont où, les gars? Alors, on a besoin d'y aller tous ensemble, là, tu vois. Là, on a besoin de force. Et en fait, je crois qu'il y a un malentendu à cet endroit-là, parce qu'en fait, avec votre honte, encore une fois, je suis dans l'hypothèse la plus totale, hein, ça se trouve, je me trompe totalement, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de honte qui font que les hommes ont mis beaucoup de temps à prendre la parole sur ces sujets. Et là, ça commence, et c'est génial. Et évidemment, vous allez avoir quelques féministes qui vont vous dire, on veut pas des hommes dans cette affaire, nanana, on peut s'en sortir toute seule. Mais faut pas les écouter. Il y a pas un féminisme aujourd'hui. Le féminisme est tellement déployé qu'il y a plein de postures possibles. Et en fait, je pense que plus on va dépasser cette honte et cette colère pour en faire quelque chose ensemble, et plus on va tricoter quelque chose de vraiment chouette. Je le souhaite. Je le souhaite. Et oui, dans cette énergie dite très yang ou très masculine de, apporter la solution. Ça, apporter la solution, ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ou des fois, il suffit pas de chercher une solution, mais simplement de porter son écoute, son oreille. C'est exactement ça. Parfois, et ça, ce sont des dynamiques de couple aussi hétérosexuelles très très connues, tu vois, où la femme va avoir une émotion à propos de je sais pas quoi, et son gars va se retirer parce qu'il a pas la solution. Et elle va lui dire mais je ne te demande pas la solution, je te demande juste d'être mon cum là, je veux juste que tu m'entendes en fait. Je veux juste partager mon émotion, c'est tout. J'ai pas besoin d'une solution. Et il y a beaucoup de malentendus là-dessus. Et en fait, je crois que là, ce dont les femmes ont besoin, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'accueil, c'est beaucoup de waouh, je me rendais pas compte que ça c'est ton expérience quoi. C'est terrible. C'est terrible. Je me mets à ta place et je me dis waouh, effectivement. Et après, comment je peux t'aider? Mais après, déjà, tu vois. Et je pense que vous êtes tellement, oui, c'est ça, s'il y a un besoin. Mais vous êtes tellement imbibé de la figure héroïque, de l'homme providentiel, de la personne qui va trouver la solution à tous les problèmes, qui va faire justice même quand il n'y a pas la justice. Enfin, tu vois, tous ces horizons masculins, ils sont terribles. C'est terrible. Et donc, ça construit des imaginaires d'échecs, alors que c'est pas une question de ça, tu vois. Et là, pour le coup, les femmes, on n'a pas cet imaginaire-là, tu vois. On n'est pas construite de cette manière. On est beaucoup plus dans un pragmatisme, tu vois. Et beaucoup plus dans l'intime. La parole de l'intime, ça, c'est le domaine des femmes. Encore une fois, c'est des constructions. On n'est pas obligé de faire ça. Mais c'est un moment quand même incroyable où on nous demande, en tant qu'humains, de réinventer la culture, de réinventer un vivre ensemble. C'est quand même génial. Bien sûr que c'est terrifiant et bien sûr qu'on n'a pas tous la réponse, mais on a chacun un petit truc à apporter. On va être obligé de le faire collectivement. Du coup, on en revient à Mayday, finalement. On en revient à Mayday. Mais même ce que tu fais avec ton podcast, c'est amplifier certaines paroles, c'est pour d'autres humains que toi. C'est exactement ça que tu fais aussi. Toi qui a animé des cercles, tu penses que les espaces de non-mixité, ils sont nécessaires encore, ou au contraire, il faudrait qu'on bascule sur aussi, ouais. Ah non, c'est primordial. Je le dis parce que en fait, je pense que aujourd'hui la nécessité pour tout le monde, c'est d'accéder à la vulnérabilité. Et en fait, ce que j'ai compris avec les groupes de parole d'hommes de Jerry, moi j'étais persuadée qu'ils travaillaient leur masculinité dans ces paroles, dans ces groupes de parole. Et me dit mais moi ça m'intéresse tellement pas.
ni le genre, ni la masculinité. Moi, à la limite, je suis là pour déconstruire la masculinité, mais ça m'intéresse mais tellement pas. Et moi, franchement, je lui disais, j'y crois pas. Enfin, ça fait 25 ans que tu as des groupes de parole d'hommes, je ne crois pas que tu sois pas intéressé par la masculinité. Et en fait, en écoutant toujours pareil ces interviews pour Make Me a Man, j'ai compris en fait sa position, qui n'est pas du tout de développer de la masculinité, mais de développer de la vulnérabilité. Simplement, dans notre construction hyper binaire, déjà pour les hommes, c'est très 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 dur d'aller contacter la vulnérabilité. C'est très très dur. Faut vraiment faire des milliers de kilomètres pour y arriver. Mais en plus, si tu dois le faire devant une femme, alors là, laisse tomber. C'est quasi impossible. Plus on va développer une une société qui n'impose pas en fait ces injonctions stéréotypées et genrées, et moins ce sera nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est totalement nécessaire. Même moi, au niveau, tu vois, en tant que personne de couleur, j'étais invitée à une retraite euh, l'été dernier. Il y avait un moment donné, il y a une personne qui a dit, moi là, j'ai besoin d'un cercle en non-mixité. Est-ce que vous êtes d'accord? Les personnes blanches étaient totalement open, pas de problème, et les personnes racisées étaient super contentes d'avoir un espace où elles pouvaient ventiler des ressentis qu'elles n'arrivaient pas à ventiler sinon, quoi. Donc vraiment, le but est la vulnérabilité et les conditions qui mènent vers cette vulnérabilité. Le but n'est pas de créer de la séparation. De toute façon, tout le monde sait bien qu'on ne vit pas dans un cercle de parole. C'est un espace-temps. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même, tu sais. Oui, bien sûr. C'est un espace-temps dans lequel tu vas aller travailler ce que tu dois travailler, mais que tu ramènes dans ta famille, auprès de tes frères, tes sœurs, dans un monde qui est mixte. Donc les cercles en non-mixité ne sont pas des cercles sexistes, les cercles et ne sont pas des cercles racistes non plus. De racisme inversé, je sais pas quoi, pas du tout. On est dans des espaces de travail. C'est comme si tu disais bon, on va faire un séminaire d'experts comptables, mais ouvert à tout le monde. Bah non, en fait. Tu prends des gens qui veulent les amener le plus loin possible dans leur travail, dans le travail qu'ils ont à faire. Mais c'est vrai que tout ça demande beaucoup de finesse parce que si tu restes sur 140 signes sur X, tu peux pas expliquer des choses comme ça. Tout est nuancé en fait. La nuance. Mm. Juste, c'est quelque chose qui m'est venu. Tu parlais de ce côté de l'archétype du héros Ouais. chez les hommes. Dans Make Me a Man, il y a quelque chose qui est très fort, c'est que Jerry emmène ses hommes dans la Somme, sur les anciens champs de bataille de la guerre. Et Première guerre mondiale. Ouais. moi, en tant qu'homme, je me rendais avant ton documentaire, je me rendais pas compte de quoi j'héritais en tant qu'homme. Bien sûr, Et, bien sûr. et on parlait de violence tout à l'heure, et c'est comment tu l'as vécu toi de débarquer sur ce Moi, c'était débarquer, mais une révolution, si tu veux, parce que donc bon, le background, c'est que en Angleterre, la Première Guerre mondiale et les commémorations liées à la Première Guerre mondiale, c'est un acte populaire. En novembre, tout le monde porte le coquelicot à la boutonnière. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est même une fille de 14 ans, un punk de 22 ans, des personnes âgées, des personnes, tout le monde en fait célèbre les vétérans et ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est déjà un truc à savoir parce qu'en France, pas du tout. Moi, je connais rien de la Première Guerre mondiale, enfin quasiment rien. Je ne connaissais pas ces sites de commémoration dans la Somme. Et en fait, les Anglais, ils font assez régulièrement des pèlerinages. Donc, ils vont marcher, ils vont de site en site, de tombe en tombe, de mausolée en mausolée. Et c'est assez, au départ, je disais, ah, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Enfin, je comprenais pas du tout. Il fait 4 degrés. On pourrait prendre un chocolat chaud, tu vois. Je ne comprends pas. Vraiment, j'étais avec un pauvre Mouji, j'avais hyper froid, j'étais trempée. Et eux, ils me disaient, je pense que
les millions de personnes qui sont mortes là sur ces champs de bataille, ben, je pense que ils aimeraient bien savoir que on vient toujours leur rendre visite. Tu vois, c'était aussi simple que ça. Et ça m'a beaucoup beaucoup ému cette réponse. Et puis en fait, au fur et à mesure de la marche, qui a duré 3 ou 4 jours, en fait, je me suis rendu compte que je marchais sur des corps en fait. Tous ces chemins qu'on empruntait, c'était que des champs de bataille sur lesquels les gens étaient morts. Ils avaient explosé sur une mine, ils avaient été fusillés, ils étaient morts dans une tranchée. Tu vois, tu te dis mais c'est terrible, terrible. Et que des hommes. Mm. Et ces hommes, ben c'est juste les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et comme moi j'ai fait un travail sur le transgénérationnel avant, ben je sais que ça a une valeur. C'est pas parce que c'est pas un vieux schnock mort en 1917, tu vois. C'est ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, c'est le frère de ta grand-mère ou de ton arrière, tu vois. C'est des histoires humaines en fait. Et on est tous héritiers de ça. Et je dis ça même pour moi qui, tu vois, dont les ancêtres n'ont pas fait la Première Guerre mondiale. On est tous héritiers de ça parce que, en fait, quand alors, nous, on raconte un épisode spécifique des Pulse Battalion où, en fait, ils se disaient, ben, pour motiver les troupes, on va se dire que s'ils partent entre copains, on les envoie ensemble. Comme ça, au moins, ils sont pas séparés, quoi. On les emmène pas sur des champs de bataille séparés. Au moins, ils peuvent rester ensemble. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que t'as des villages entiers, des classes entières, des équipes de football qui sont partis, volontairement. Et en fait, ils sont tous fait tuer ensemble dans les premières heures du premier jour de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1914. Enfin, c'est atroce. C'est-à-dire que tout d'un coup, t'as des villages où il y avait plus d'hommes. Et ça, c'est vraiment horrible. Et ça a créé une culture autour de la mémoire et de la guerre en Angleterre qui est qui leur est très, très spécifique et très sentimentale, si tu veux. Après, quand il y en avait un qui revenait, ben, il pouvait en parler à personne. Parce que ce qu'il avait vécu, c'était juste indicible. Et j'en parle, dans Make Me Man, dans beaucoup, beaucoup de cultures anciennes, dans la Rome antique, mais aussi dans des rituels africains. Alors je sais plus où, je me rappelle plus, il faudrait que je retrouve mes notes. Quand les hommes revenaient de la guerre, on les lavait. Il y avait un rituel pour revenir dans un espace de paix. Tu vois, on parlait de la paix tout à l'heure. En fait, il faut avoir un espace mental dédié à la paix. Et quand tu as été dans un espace de guerre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans, mais en fait, il faut pouvoir revenir. Et on sait aujourd'hui que les vétérans du Vietnam, tu vois, ils sont revenus meurtris beaucoup plus que quand ils étaient là-bas. Le retour est plus difficile que le temps de la guerre. Et en fait, bah, ça a créé des générations d'hommes qui parlent pas. Bah, évidemment, si tu veux expliquer un minimum le côté systémique du silence masculin et de l'inhabilité à contacter ses émotions, alors encore moins en parler, puisqu'en fait, tu vois, j'avais des discussions avec des amis où, tu vois, ils me parlaient d'un truc et je leur disais, bah, qu'est-ce que tu ressens là? Ouais, mais là, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et puis après, il a dit ci, et puis il a dit ça. Je fais non. Qu'est-ce que tu ressens? Et en fait, la personne ne peut pas, littéralement, ne sait pas ce qu'elle ressent. Tu vois, les Anglais, ils parlent d'illettrisme émotionnel. Et c'est exactement ça. Et en fait, comme on a une manière genrée de nous identifier, enfin, moi, je suis une femme, toi, tu es un homme, il y a des personnes qui naissent dans certains corps qui disent, bah non, en fait, moi, je suis une femme. Enfin, la plupart des humains naissent avec un ego genré. Donc, on a des manières de nous identifier. Et nous, en fait, on va s'identifier beaucoup à nos mamans. Tout ça est schématique, hein, on est d'accord. Hein. Bien, on va s'identifier beaucoup à nos mamans qui rouspètent dans la cuisine, mais qui entendent les histoires des neveux, des nièces, des grands-parents, qui les répètent, elles sont en charge de l'intime et des émotions qui y sont liées. Et puis on a nos pères qui sont au fond du jardin en train de réparer leurs outils, qui arrivent pas à être en lien, qui ne parlent jamais de leurs émotions
bon bah tu grandis, t'es un petit garçon, t'as ça comme modèle, bah, évidemment que Mm. tu vas te développer de la même manière. Si ça n'est pas si ça n'est pas déconstruit, reconstruit, etc. Évidemment, on parle toujours de ce silence qui fait que les choses se répètent encore et encore. Donc donc oui, moi ça a changé ma manière de voir la masculinité contemporaine, de comprendre la masculinité euh, qui ancestrale, quoi, qui est celle des parents, Mm. des grands-parents, des arrière-grands-parents. Oui. Les précédentes générations, de quoi on Des a précédentes hérité, générations. ça me parle évidemment. Et j'aime toujours laisser un mot de fin, un espace pour mon invité. Quel serait-il? Ou en tout cas, peut-être en lien avec Mayday, avec ce collectif, avec cet amour, Ouais, cette compassion et ces nouveaux imaginaires ouais. dont on a besoin. Oui. En fait, il y a un commentaire qui revient tout le temps sur Make Me Human et sur les rivières et que nous avons réentendu quand on a fait les projections test de Mayday, qui est c'est d'utilité publique. Et en Hmm. fait, bah moi je suis la réalisatrice, donc ça fait hyper prétentieux de dire que mon film est d'utilité publique. Mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est un film qui a besoin de vous, quoi. Tout simplement. C'est un film qui a Hmm. besoin de vous pour exister et qui va vous amener à des endroits que vous ne connaissez pas et qui sont des parties ignorées de vous-même, j'espère, qui sont peut-être des grandes joies, des grandes peines, euh, mais surtout une capacité de transformation. C'est ça que on a filmé, c'est des humains qui se transforment euh, tout simplement parce qu'on croit en eux. Hmm. Là, tu vois, par exemple, j'étais productrice de ce film aussi. Euh, et quand on est rentré, j'ai payé les personnes qui ont aidé le cercle, tu vois. Donc aussi bien la cuisine que les facilitateurs. Donc pour 12 personnes, j'ai payé 17 personnes. 17 personnes pour en aider 12. Et donc je me suis dit, mais c'est Hmm. incroyable. C'est-à-dire que vraiment, si on veut changer de paradigme et créer une société où on prend soin des uns des autres, il faut des moyens, il faut de l'argent, il faut que Hmm. tout d'un coup, tu vois, le flux d'énergie soit porté vers ça. Et bon, alors je peux te dire que les 12 personnes, elles ont décollé, quoi. Il y a pas de problème, on les a bien soignées, il y a pas de problème. Mais je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant parce que voilà. Et en fait, pour ce film, bah, il nous faut des milliers de personnes pour soutenir ce film. Et là, on va y arriver parce que tu vois, pour les rivières, il y a 617 C'est bien personnes parti. qui ont participé. Et là, on est déjà à 220 ou 230 personnes. Et ça fait une semaine qu'on a lancé le le crowdfunding. Donc, je pense vraiment qu'on va créer quelque chose de collectif. Et de toute façon, le film ne peut pas exister sans ça. Donc, Hmm. c'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que tes auditeurs et tes auditrices vont être sensibles à ça et qu'ils ont envie de ces changements et que, en fait, tout le monde ne peut pas faire des films, en fait. Et nous, on a réussi à en faire un et on espère qu'il va pouvoir être diffusé bien auprès des personnes qui en ont besoin. Et pour ça, on a besoin du soutien des gens, quoi. Hmm. Donc, disons que de notre position, j'espère qu'on va être utile aux autres. Merci. Ouais. Merci à Et toi. juste, pour curiosité, ça serait pour une sortie, une diffusion à partir de Ben quand? ça va dépendre totalement Ouais. de cette campagne. Plus la campagne, euh, là, on a collecté 12 000 euros. Idéalement, il m'en faut 60. Donc, tu vois, il nous reste 30 jours, c'est totalement possible. Plus on l'aura rapidement et voilà. Enfin, tout va dépendre de ça en fait. Moins il y a d'argent et plus c'est moi qui vais bosser sur tous les fronts. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bah voilà, mes journées font que Hmm. 24 heures, donc ça repousse. Euh, donc voilà. Ce sera courant 2025, mais je sais pas si c'est en janvier ou en juin ou on verra. Ça va se faire. J'en suis assez persuadé, en tout cas, je le souhaite. Merci Quand on beaucoup. met autant d'amour dans un projet, il n'y a pas de raison qu'il ne se
ne se fasse pas. En tout cas, moi, ça me touche. Et, Merci. et oui, d'utilité publique. On me le dit de temps en temps pour ce podcast. C'est vrai que c'est toujours Génial. cool de le recevoir. Et, et c'est aussi à travers ce podcast que j'aime bien comme à travers tes documentaires, ça Ouais. vient résonner, éclairer quelque chose chez les gens. Ouais. Donc merci en tout cas je me sens honoré de t'avoir eu. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci énormément, Loïc. Merci Et beaucoup. merci pour ton humanisme, pour ta Merci. parole. Et effectivement, j'espère que tout ça résonnera sur Mm. plein de gens. Ouais. Merci. Bonne chance pour ce projet et puis au plaisir. Merci. Au plaisir. Ciao, ciao. Ciao, Maï. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.